Bonjour à toutes et à tous, petite vidéo dans la nature, j'ai le soleil, c'est magnifique. Et j'en profite pour vous parler de mon plus gros coup de cœur depuis à peu près 2014, c'est-à-dire depuis la fin de Sons of Anarchy, qui est ma série préférée de tous les temps. Et ce gros, énorme, immense coup de cœur pour cette série qui m'a fait rêver. Elle m'a fait rêver sur ses 4 premières saisons. Et c'est exceptionnel cette vidéo parce que d'habitude je fais une vidéo par saison. Là la vidéo va être un petit peu plus longue que d'habitude. Je vais vous parler des 4 premières saisons. Cette série c'est Yellowstone. C'est Yellowstone de mon scénariste américain préféré depuis maintenant presque 10 ans, depuis la première fois que j'ai vu Sicario. Taylor Sheridan, qui est juste un scénariste exceptionnel. Pour moi, il est dans le top 3 des meilleurs scénaristes américains, avec Kurt Sutter, le créateur de Sons of Anarchy. Et on a aussi David Simon, qui a fait The Wire sur écoute, et d'autres séries. Mais Taylor Sheridan, pour moi, c'est l'âme de l'Amérique. Quand je dis que c'est l'âme de l'Amérique, c'est-à-dire ce mec a tout compris. C'est une série assez conservatrice dans le fond, avec un petit peu de progressisme, mais très peu, pas du progressisme insupportable. C'est une série qui met en avant l'Amérique telle qu'elle est vraiment, dans ce qu'elle a de meilleur et dans ce qu'elle a de pire. C'est une série qui, à la fois, s'intéresse aux discriminations du peuple amérindien, donc les Indiens d'Amérique, les Native Americans, comme on appelle. Et c'est en même temps une série qui n'est pas, qui ne jette pas la pierre aux méchants blancs américains conservateurs. Absolument pas. Elle arrive à être équilibrée entre ces deux thématiques, tout en nous montrant le cœur de l'Amérique, les cow-boys, dans ce qu'ils ont de plus beau, de plus passionnant. Et c'est vraiment, ça a été une bouffée d'air frais cette série. En même temps, j'ai regardé pendant les presque 2-3 semaines où j'ai regardé l'intégrale des 4 saisons, je regardais The Last of Us en même temps, et je voyais la différence de qualité assez hallucinante. Yellowstone est tellement au-dessus, et pourtant le budget n'est pas non plus un budget, c'est pas non plus des centaines de millions de dollars par saison, ça reste quand même des budgets importants. Mais ce que Taylor Sheridan arrive à mettre en scène, que ce soit visuellement, avec les paysages du Montana. Déjà, il faut savoir que le Montana, c'est mon état préféré de tous les États-Unis, avec le Texas. Justement, le Texas, on le voit aussi. Ce qu'il arrive à nous présenter avec cette famille, la famille Dutton, je vais venir au synopsis, vous inquiétez pas. Ce qu'il arrive à nous présenter, les personnages, l'histoire de chaque personnage qui sont travaillés avec une profondeur. Kelly Reilly qui fait la fille de la famille, elle est, mais vraiment, je savais qu'elle était extrêmement talentueuse, je l'avais vue dans beaucoup de films et d'autres séries, mais là, ce qu'elle nous montre dans cette série, pour moi, elle mérite tous les Oscars, tous les Emmy Awards. J'ai rarement vu une interprétation aussi bouleversante. Ce que Kevin Costner, qui est l'âme de l'Amérique, parce que Kevin Costner, c'est Danse avec les loups, c'est Jonathan Kent dans Man of Steel, Kevin Costner, c'est l'Amérique. Ce que Kevin Costner arrive à installer en tant que patriarche de la famille, tous les acteurs qui gravitent autour, et le traitement que Taylor Sheridan réserve à chacun d'entre eux, des petits personnages qui au début n'ont pas une grande importance scénaristique et petit à petit prennent en maturité, en profondeur, et au final s'avèrent être de véritables cow-boys sur qui on peut compter, des gens qui ont de la ressource, des gens qui ont une histoire riche. Ce que cette série arrive à nous montrer en termes d'écriture, en termes de réalisation, associé à la musique de Brian Tyler, qui pour le coup, là il s'est dépassé Brian Tyler, c'est vraiment une composition qui est magnifique, associé à énormément de chansons de country, et j'adore la country, parce que la country c'est pas que Rednecks, hein, la country c'est énormément de ballades à la guitare sèche. Ce que cette série arrive à nous montrer aussi des Indiens, et j'ai énormément apprécié, à savoir les Indiens qui ont été déracinés de leurs terres, qui ont été expropriés, qui ont été massacrés aussi, mais qui aujourd'hui sont dans des réserves et essayent de cohabiter avec l'homme blanc. Et pour certains, ils y arrivent, et pour d'autres, ils sont encore dans la rancœur qu'ils ont de leurs ancêtres qui se sont fait massacrer par les colons américains. Et comment certains Indiens arrivent à s'entendre bien avec l'Américain blanc conservateur d'aujourd'hui. On voit à la fois les dérives, on voit le racisme de toutes parts, de certains Indiens vis-à-vis des Américains, de certains Américains vis-à-vis des Indiens. C'est clairement montré. Il n'y a aucun manichéisme,
Il n'y a pas les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Il n'y a que des nuances. C'est formidable. Ce que cette série arrive à faire, c'est formidable. Et cette série va être suivie, et d'ores et déjà suivie, de 2 spin-offs. 1883, où on suit l'arrière-grand-père de Kevin Costner, et 1923, où on suit le grand-père de Kevin Costner. Sur la série 1883, on a Sam Elliott. Sur la série 1923, on a Harrison Ford et Helen Mirren. Et il va y avoir encore un autre spin-off qui s'appellera le 6666, le Ranch 46 au Texas, parce que dans une des saisons, on va avoir un personnage du Ranch Yellowstone qui va aller au Texas pour se former comme cow-boy au Texas, dans un ranch connu qui forme les meilleurs chevaux au monde, le Ranch 46, et on devrait avoir aussi un spin-off. Donc c'est tout un univers, Yellowstone, c'est pas juste une série. Aujourd'hui, je vous parle des 4 premières saisons. Je serai amené très très vite, probablement ce mois-ci, au maximum le mois prochain, à vous parler du premier spin-off 1883. Et dès que la saison 5 sera dispo en français sur Paramount+, je vous en parlerai bien évidemment. Donc, le synopsis, je vous le dis, et ensuite on va passer à la partie avec spoilers. Le synopsis, nous y suivons la famille Dutton, John Dutton, John Senior, John Dutton joué par Kevin Costner, qui est à la tête du plus gros ranch du Montana, avec des dizaines de chevaux, des centaines de bovins, des bœufs, on a des bisons. Ils ont énormément de terre et ils vont devoir lutter pour ne pas se faire exproprier, ne pas se faire éjecter de leur terre. D'abord par les Indiens qui veulent récupérer pour agrandir leurs réserves et récupérer les terres de leurs ancêtres, et ensuite par d'autres ennemis, des gens qui veulent absolument posséder toutes les terres pour les exploiter financièrement, quitte à défigurer le paysage du Montana. Et cette famille Dutton, qui est la plus influente du Montana, ils vont se battre, et chaque membre de leur famille va se battre par certains moyens. Alors on a Bess, jouée par Kelly Reilly, la fille de la famille, qui a énormément de traumatisme, qui a un traumatisme notamment en elle. Elle excelle dans tout ce qui est financier. C'est une redoutable financière qui est capable de mettre à terre des sociétés, à terrasser des gens. Et qui peut être sans pitié, sans scrupule, et qui en même temps a une très belle âme, beaucoup de bonté, mais qui le cache. On a les 3 fils. On en a un qui décède au début de la série, dans le premier épisode, il me semble. Maintenant que j'ai vu ça, c'était il y a presque un mois, la première saison. Et puis on a 2 autres. On a Casey et Jamie. Jamie joué par Wes Bentley, que vous aviez pu voir dans les Hunger Games, où il faisait Seneca Crane. Wes Bentley, donc, qui fait Jamie, l'avocat de la famille, qui lui excelle dans tout ce qui est juridique et qui est en même temps procureur du Montana. Lui, il est capable de terrasser les gens avec l'aspect juridique, mais qui s'entend mais absolument pas. Et quand je vous dis que c'est à couteau tiré, c'est plus que la guerre à ce niveau-là, c'est quasi des envies de meurtre avec sa sœur, pour une raison qu'on va découvrir dans la série. Et on a le plus jeune fils, Casey, joué par Luke Grimes. Si je ne me trompe pas, Luke Grimes joué dans American Sniper avec Bradley Cooper, et qui est exceptionnel dans cette série, qui vraiment en impose en termes de charisme, ne serait-ce que par son look déjà, et qui lui est partagé entre son amour pour les Indiens, puisque sa femme est indienne et fait partie de la réserve indienne, et donc son amour pour sa femme, et sa loyauté, son amour pour son père et sa famille. Et il est déchiré entre les deux parce qu'il n'arrive pas à concilier les deux, et en même temps il ramène avec lui un traumatisme parce qu'il a fait la guerre en Irak, et ça s'est un peu mal passé pour lui. Donc il essaye de concilier tout ça. Ils ont tous une influence sur le Montana. Ils ont énormément, alors il y a énormément de conflits d'intérêts parce que, il faut le dire aussi, c'est des personnages qui ne sont pas du tout manichéens et qui sont aussi parfois corrompus, qui n'hésitent pas à faire des coups bas et qui n'hésitent pas à enfreindre des lois, qui sont parfois un petit peu comme une mafia. Et donc, ils ont un petit peu la même mise sur à la fois la police, parce qu'ils font partie de la police. D'ailleurs, ils sont chefs de la commission du bétail. En gros, c'est les shérifs au Montana. Donc, ils sont à la fois shérifs, avocats. Ils ont un pied dans la politique, et pas seulement un pied dans la politique. Ils sont amis avec la gouverneure et des sénateurs et plein de monde. Donc, quelque part, ils font un petit peu la pluie et le beau temps.
pour pouvoir protéger le ranch que leur a légué les aïeux de la famille Dutton à travers 150 ans d'histoire américaine. C'est extrêmement passionnant, ça joue à la perfection, les personnages sont profonds, même les enfants qui jouent dans cette série sont exceptionnels. Je n'ai rien à redire, si ce n'est regardez absolument cette série si vous aimez l'Amérique. Et si vous n'aimez pas l'Amérique d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'Amérique sans arrêt de la victimisation, l'Amérique arc-en-ciel où on se victimise constamment, où on trouve tout plein de choses à redire, l'Amérique du politiquement correct, l'Amérique progressiste, l'Amérique des hommes enceintes voilà, des choses comme ça. Si vous n'aimez pas ça, mais que vous aimez plutôt l'Amérique telle qu'elle nous a été présentée dans les années 80, 90 et même dans les années 2000, mais avec de la nuance, parce qu'il y a énormément de nuances dans la série, regardez Yellowstone, franchement ça va vous faire rêver. C'est une série comme on n'en fait plus. Taylor Sheridan, j'ai juste une chose à vous dire avant de passer à la partie spoilers, c'est que Taylor Sheridan, sur cette série, s'est vraiment imprégné de son expérience sur Sons of Anarchy. Parce qu'il faut savoir que Taylor Sheridan avait joué dans les 3 premières saisons de Sons of Anarchy. Il faisait l'adjoint du shérif. Il faisait David Hale, l'adjoint du shérif. Et on sent qu'il a appris de Kurt Sutter, le créateur et scénariste de la série Sons of Anarchy. On sent qu'il a appris de Kurt Sutter parce qu'il y a énormément, on peut faire énormément de parallèles entre les personnages de Yellowstone et les personnages de Sons of Anarchy. Voilà, on peut faire des parallèles avec Jax, avec Gemma, avec Tara, avec beaucoup de personnages de Sons of Anarchy, cette ambiance fraternité au sein du gang des bikers dans Sons of Anarchy qu'on retrouve ici, fraternité dans le groupe des cow-boys qui vivent dans le ranch, qui vivent dans le même dortoir. Vous allez avoir énormément de séquences, vous avez ces cow-boys qui sont au lasso en train d'attraper des chevaux, qui sont en train de dompter, du rodéo, vous allez avoir du rodéo, j'adore le rodéo. Rien que de les voir, franchement, j'ai mal à la colonne vertébrale, rien que de les voir faire du rodéo, mais c'est tellement un régal de les voir. Tout ça accompagné de beaucoup de virilité et en même temps de la sensibilité, des mecs qui sont des vrais bonhommes, des vrais mecs dans le sens du terme, c'est pas des hommes déconstruits, on sait pas, t'es un homme, t'es une femme, qu'est-ce que t'es, on sait pas. Genre, je ne suis pas un homme, monsieur, je ne suis pas une femme, on ne sait pas ce que tu es. Non, ici, vous allez avoir de vraies personnes, des vrais hommes, des vraies femmes, des femmes qui sont fortes, qui ont de la poigne, mais en même temps qui sont sensibles, des hommes qui sont virils et qui n'ont pas honte de l'être, et en même temps qui sont capables aussi d'émotions, qui ont beaucoup de pudeur, qui ne laissent pas transparaître leurs sentiments en public, mais plutôt en privé, et puis des gens qui ont beaucoup de fêlures, euh, qui sont abîmés par la vie. C'est une série magnifique, très touchante. À certains moments, franchement, presque j'avais les larmes aux yeux. Et puis c'est une série qui est belle visuellement, qui va vous faire rêver. Parce qu'on a notamment dans une saison, ils vont faire une espèce de trip dans la nature où ils vont dormir pendant plusieurs jours, voilà, voire plusieurs semaines dans les prairies et les montagnes du Montana. Magnifique. Vous les voyez planter leurs tentes, vous les voyez accompagner les bovins, vous les voyez faire aller chasser pour manger. La vraie vie, la vie du trappeur. C'est la vie du trappeur, mais du trappeur moderne, qui est capable de se déplacer à cheval sur ses terres, mais se déplacer en immense Dodge, en gros pick-up et en SUV Dodge et toutes ces marques américaines parce que entre les deux, entre les villes, il y a des dizaines de kilomètres et il y a plusieurs heures de route et c'est très grand le Montana. C'est la vie de trappeur moderne, c'est exceptionnel et c'est passionnant. Et je n'ai pas eu de coup de cœur aussi grand pour une série qui représente l'Amérique que depuis la fin de Sons of Anarchy, qui pour moi représentait bien aussi l'Amérique. Donc Taylor Sheridan, exceptionnel. Regardez cette série, rattrapez-vous. Les saisons font 10 épisodes. Là, à partir de la saison 5, il va y avoir un peu plus d'épisodes. Je crois qu'il va y avoir 14 épisodes. On se dirige d'ailleurs vers la fin de la série Yellowstone, mais qui va continuer à travers d'autres spin-offs. Il y a déjà ceux qui sont en cours, hein, comme je vous ai dit, 1883, 1923 et le Four Six. Et puis il va y avoir d'autres spin-offs, notamment d'après les dernières infos, Matthew McConaughey devrait être impliqué dans la prochaine série Yellowstone. C'est tout un univers
et c'est franchement un régal. On va passer à la partie avec spoilers, donc je vous laisse quitter la vidéo si vous n'avez pas vu les 4 saisons, parce que là je vais spoiler les 4 saisons. Et donc c'est parti, spoiler dans... Alors, le personnage, je vais commencer avec le personnage de Bess. Bess, jouée par Kelly Reilly, qui m'a bluffé. Qui m'a bluffé parce que ce personnage est impitoyable en apparence, capable de faire du chantage à des grosses compagnies. Au début, dans les 2 premières saisons, ils vont avoir affaire aux Indiens et notamment au chef indien qui est aussi dans la politique pour protéger sa réserve et qui veut récupérer les terres du ranch Dutton. Elle ne va pas hésiter à les combattre avec, en rachetant des terres et en leur mettant des bâtons dans les roues. Mais ensuite, à partir de la saison 3, ils vont avoir affaire à des, à des gens, une grosse entreprise cotée en bourse qui pèse plusieurs milliards, qui veut s'accaparer les terres du Montana et les terres de leur ranch, les exproprier pour pouvoir construire un aéroport, une station de ski du style Aspen, mais au Montana. Ce qui serait énormément profitable au niveau économique parce que ça créerait des emplois, mais qui ferait perdre le ranch à la famille Dutton et surtout qui abîmerait l'écosystème du Montana. Et elle va se battre sans relâche. Elle va racheter à travers une compagnie et elle va sans arrêt racheter des terrains et les combattre et les pousser dans leur retranchement, notamment le personnage de Josh Holloway, Sawyer dans Lost, qui fait ici un mec, un pourri absolu. Et toute cette entreprise, elle va leur mettre des bâtons dans les roues, elle va les terrasser. Et finalement, en fait, elle fait ça uniquement par amour pour son père. Parce qu'elle n'en veut pas du ranch. Elle n'en veut pas. Ce ranch ne représente que des mauvaises choses et des traumatismes pour elle. Et on va comprendre pourquoi elle déteste autant son grand frère Jamie, joué par Wes Bentley. Elle le menace plusieurs fois de mort. Elle vient même à un moment donné pour essayer de le flinguer. On va comprendre parce qu'en fait, quand elle porte 2 traumatismes en elle. Quand elle était jeune, sa mère est morte et elle pense que c'est à cause d'elle. Et donc déjà, ça va la traumatiser et elle va se sentir redevable à l'infini, plus que de raison. Donc elle va se sentir obligée à chaque fois d'accéder à toutes les demandes de son père, même si c'est des demandes qui sont parfois pas réalisables. Et en plus de ça, elle porte un autre traumatisme, c'est que elle était tombée enceinte du garçon d'écurie, Rip, joué par Cole Hauser, qui est probablement un des meilleurs persos de la série, toutes séries confondues. Déjà, Cole Hauser apporte quelque chose, mais je vais y revenir. Elle était tombée enceinte de lui parce que lui, pareil, c'était un jeune garçon qui était brisé, qui avait perdu sa famille, ses parents, il n'a même plus d'identité, il n'a même pas sa date de naissance, légalement, il n'a même pas d'existence. C'est quelqu'un qui a été rejeté par le monde et qui a été recueilli par Kevin Costner, le patriarche de la famille, et qui voue une admiration à Kevin Costner comme si c'était son père, et qui, à son entrée dans le ranch, donc 20 ans plus tôt, était tombé amoureux de Kelly Reilly, de Bess Dutton, la fille de la famille, et elle aussi. Et les deux se sont attirés l'un à l'autre parce qu'ils étaient aussi traumatisés et ils avaient autant de fêlures ils étaient aussi brisés l'un que l'autre. Et ils se portent un véritable amour. Et elle était tombée enceinte. Et elle voulait avorter quand elle était jeune. Elle devait avoir 16 ans, même pas. Et elle a demandé à son frère Jamie, joué par Wes Bentley, donc de l'accompagner à une clinique. Et la seule clinique qu'ils ont trouvée, c'était une clinique dans la réserve indienne. Sauf que c'était une clinique qui pratiquait à la fois l'avortement, mais c'était accompagné d'une stérilisation. Et il a caché ça à sa sœur. Et du coup, il a fait stériliser sa sœur parce qu'il pensait que ce serait la meilleure chose pour la famille, parce que c'est une fille à problème quand même. Et elle ne le savait pas. Et du coup, après, elle le découvre et elle va lui en vouloir à mort parce que à cause de lui, elle ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Par la suite, elle va à nouveau reprendre son histoire d'amour avec Rip, qui a grandi depuis et qui est devenu le chef des cowboys du ranch, qui est devenu le bras droit de Kevin Costner. Et dans la série, on va les voir petit à petit se rapprocher à nouveau jusqu'à se marier dans la saison 4. C'est vraiment le couple le plus solide. Il y a une complicité entre les deux, même sans parler, ils se comprennent, aussi blessés l'un que l'autre. Et ils ont leur propre définition de la norme, des normes de bien et de mal.
En fait, ils sont prêts à tout pour défendre leur famille. Rip, joué par Cole Hauser, qui apporte un charisme, une stature. C'est plus le Cole Hauser de Pitch Black et de Fast and Furious 2. C'est un Cole Hauser qui s'est épaissi, qui a pris du muscle et qui a vraiment une carrure de cow-boy et qui est en apparence très dur, froid, peut-être même trop exigeant, mais qui en réalité a un cœur tendre, généreux et c'est peut-être la scène qui m'a le plus, une des scènes qui m'a le plus touché, qui est en manque de reconnaissance, qui voue un amour, une admiration à Kevin Costner qu'il considère comme un père. Et quand Kevin Costner va lui léguer, va lui offrir une partie du ranch, notamment une grosse maison, et qui va dire à Bess, sa fille, il lui dit je l'offre à Rip, que je considère comme mon fils. Quand il va apprendre ça de la bouche de sa future femme, on va le voir très touché dans le sens où vraiment il est, il est très reconnaissant d'avoir été au final accepté comme un rejeton, quelqu'un qui vient, voilà, un gamin qui vient de nulle part et qui petit à petit, par sa fidélité, son obéissance, son dévouement incroyable, fait partie de la famille et il trouve en Kevin Costner un père. Alors bien sûr, parce que c'est des bonhommes et que un gars viril, ils ont du mal à affirmer leurs sentiments, ils se le disent pas. Ils passent par l'intermédiaire de Bess en l'occurrence, mais voilà, on sent une profonde admiration et un profond amour l'un pour l'autre, l'amour d'un père pour son fils, l'amour d'un fils adoptif pour son père. La relation Kevin Costner-Cole Hauser est formidable. La relation Cole Hauser-Kaylee Riley, formidable aussi. C'est très touchant. Et comme quoi, on est dans le non-dit. On ne force pas. On ne force pas. Et malgré tout, c'est très très beau à voir. HBO et notamment The Last of Us devraient prendre de la graine avec leur pathétique épisode 3 de The Last of Us qui essaye de décrocher des larmes avec leur romance gay de 1 heure totalement dans les stéréotypes stéréotypés. HBO devrait prendre de la graine, appeler Taylor Sheridan pour écrire les scénarios, appeler Taylor Sheridan pour écrire un film, une série Red Dead Redemption. Voilà, moi j'ai envie de dire, Taylor Sheridan, c'est la personne idéale pour adapter Red Dead Redemption, que ce soit le 1 ou le 2, en série, que ce soit pour Paramount ou d'autres chaînes. Voilà, ça c'est des scénaristes de talent. C'est des scénaristes qui sont capables, à travers le personnage de Kevin Costner, de nous montrer un patriarche donc, qui représente le patriarcat, qui est à la fois très conservateur, on ne touche pas à ses terres, prêt à les défendre à la Winchester et au fusil d'assaut et au fusil militaire, et en même temps prêt à tendre la main dans la saison 4 au personnage de Summer Higgins, qui est une végane animaliste antispéciste, écolo radicale, qui fait des manifestations et qui jette des pierres sur la police et qui dit ah, c'est une honte, comment vous élevez votre bétail pour le manger, qui est capable de leur tendre la main et de leur expliquer en réalité, vous êtes des hypocrites, les écolos, parce que pour faire votre quinoa, votre soja et tout votre truc, en fait, ça tue énormément d'espèces animales qu'il y a en terre, et ça, vous vous en rendez pas compte. Alors quand vous voyez des gentils animaux, des veaux, des vaches, des petits chevreaux, ils sont mignons, là, vous les défendez, mais tout ce qui est en terre, tout cet écosystème que nous, les cow-boys, on connaît très bien, et donc on peut dire nous, les chasseurs, parce que les cow-boys sont des chasseurs, que nous, on connaît très bien, ça, vous ne le voyez pas, vous n'avez aucune idée de la richesse, de la diversité, de la richesse qu'il y a de la vie animale dans ces terres. Et qui est capable donc de tendre la main à son ennemi, entre guillemets, ennemi, pas vraiment ennemi, mais qui est capable de tendre la main et de faire changer d'avis une écolo radicale et de la soutenir dans un procès qu'elle se prend en fin de saison 4 où elle est condamnée à perpétuité, parce que là-bas, c'est pas la même chose que chez nous, même s'ils n'ont pas commis le crime. Si vous avez 3 infractions, vous pouvez aller en prison à vie. Il n'y a pas toujours des bonnes choses aux États-Unis, c'est quand même moins laxiste que chez nous, mais voilà, il est capable à la fois de défendre la conservation et cet aspect traditionnel du Montana et des États-Unis, et en même temps, il est capable de tendre la main vers les progressistes modernes,
Donc cette série n'est absolument pas manichéenne. Encore une fois, c'est là où on voit toute la subtilité. Dans son discours où il dit, dans la saison 4, il n'a pas d'autre choix que de se présenter comme gouverneur pour pouvoir sauver son ranch, parce que gouverneur, ils décident de tout, les gouverneurs là-bas. C'est ça qui est bien. Ils décident de tout. Gouverneur, s'il dit non, il n'y aura pas d'aéroport, vous allez dégager de mon état, eh ben, les mecs, c'est fini. Ils ont beau peser des milliards de dollars en bourse, ils dégagent. Mais pour ça, il faut s'impliquer comme gouverneur. Et, euh, et dans son discours de gouverneur, il dit, voilà, ces gens-là viennent, non pas les écolos, mais en l'occurrence les sociétés cotées en bourse, viennent et ils vous proposent des emplois, ils disent, voilà, on va créer des villes bétonnées avec énormément de boutiques, du tourisme. Ça représente le progrès. Si vous voulez voter pour moi, sachez que je ne représente pas le progrès. Je représente le conservatisme, je représente les traditions, je représente l'État du Montana tel qu'il a été depuis 150 ans. Voilà. Et ça, c'est du Taylor Sheridan. C'est-à-dire que Taylor Sheridan, c'est un mec qui est absolument pas woke du tout, mais qui est capable d'être nuancé en ne jetant pas tout du wokisme à la poubelle. Pour moi, Taylor Sheridan, c'est un mec qu'il faut prendre en exemple au niveau des scénarios, parce que, et c'est un autre thème de la série, à travers le personnage de Mia, il me semble que c'est Mia, la femme de Casey, Casey, donc, qui est le fils, le jeune fils, enfin le jeune fils, qui a quand même 30-35 ans, qui est censé prendre la relève de Kevin Costner. Et sa femme Mia, donc, qui est une indienne, elle a sa fierté, la fierté de son peuple, elle veut défendre son peuple et elle va accepter un poste d'enseignante à l'université et elle va apprendre l'histoire des États-Unis aux jeunes universitaires, mais l'histoire du point de vue des Indiens. Et elle va leur montrer comment l'homme blanc se sont accaparés les terres. Et on sent qu'au début, elle a cette fierté peut-être un petit peu trop exacerbée de dire bah, c'est l'homme blanc, le méchant colon envahisseur. Mais au fur et à mesure, en observant au travers des 4 saisons, en observant Kevin Costner, la vie au ranch, en observant son mari qui est à la fois proche des Indiens jusque dans la saison 4 où il va faire un rituel indien parce qu'il croit dans un loup réincarné qui lui montrerait la voie, parce qu'il y a aussi ces contes et légendes indiennes. Elle va évoluer un petit peu de point de vue, elle va s'apercevoir que non, finalement, c'est la famille Dutton, c'est pas les méchants propriétaires terriens qui sont venus exproprier tout le monde. Autre personnage, le personnage de Thomas Rainwater, joué par Gil Birmingham. Vous reconnaîtrez son visage, vous l'avez vu énormément dans plein de films. Je crois qu'on l'avait vu, il me semble, dans Wind River. Alors, je ne sais plus si c'est lui ou si c'est l'Indien de The Last of Us qu'on avait vu dans l'épisode 6. Mais Gil Birmingham, peut-être qu'on l'a vu dans Twilight. Je ne sais plus, je confonds. Mais on va le voir, lui, évoluer. D'abord ennemi de Kevin Costner parce qu'il considère que Kevin Costner, c'est l'envahisseur et que les ancêtres de Kevin Costner leur ont pris les terres. Et on veut le voir petit à petit évoluer, se lier, peut-être pas d'amitié, le mot est fort, mais être de plus en plus coopérer jusqu'à avoir de la compassion, du soutien, et oui, on peut dire un peu d'amitié pour la famille Dutton, où il va comprendre que non, la famille Dutton, c'est pas les méchants blancs qui en veulent aux Indiens, ils sont là pour défendre les terres dont ils ont hérité, mais ils sont capables aussi de tendre la main aux Indiens, et ils respectent les Indiens, comme l'homme de main de Thomas Rainwater, donc Mo, qui est excellent, ce perso aussi, qui dira à un moment donné, après une descente, parce que on a, à la fin de la saison 2, il y a deux frères, les frères Beck, dont un des deux est joué par Neil McDonough, donc Damien Dark dans Arrow. Après qu'ils aient essayé de s'en prendre à la fois aux Indiens et à la famille Dutton, on va avoir les Indiens et les Dutton qui vont bosser ensemble, main dans la main, pour les arrêter. Et on va avoir Mo qui va dire j'ai observé Kevin Costner, donc j'ai observé John Dutton, c'est quelqu'un qui est honorable, il aurait pu achever son ennemi, mais voilà, il a agi de manière honorable. Et on va voir petit à petit les Indiens qui vont changer d'avis et qui vont se mettre à considérer la famille Dutton, en tout cas le patriarche, comme des gens respectueux. Et encore une fois, voilà,
on est dans la défense des Indiens, on n'idéalise pas les Indiens, on n'idéalise pas les Américains. On dit, voilà, ils ont hérité d'une histoire qui a été faite de colons qui sont venus, qui ont pris aux Indiens, mais les descendants des uns et des autres, les descendants des colons et les descendants des Indiens, eux, ils n'y sont pour rien dans cette histoire-là. Ils n'ont pas apporté la faute, la culpabilité de leurs ancêtres, et ils essayent de bien s'entendre. Et ça, c'est le message de Taylor Sheridan. On respecte à la fois les traditions US, hein, le Montana, le rodéo, voilà, même le Texas, et en même temps on respecte les traditions indiennes. Jamais, jamais, jamais dans la série les Indiennes ne sont représentées de manière caricaturale à aucun moment. On sent que Taylor Sheridan a beaucoup de respect pour les traditions indiennes, et ça c'est formidable. C'est formidable d'arriver à faire une série qui mêle tous ces thèmes-là. On a différents ennemis par saison. Les deux premières saisons, donc enfin, la première saison, c'est plutôt Thomas Rainwater qui ensuite devient un allié. Voilà, c'est pas un ami, mais un allié. On a dans les deux premières saisons Danny Houston qui joue Dan Jennings, pareil, qui veut construire un casino et qui veut s'approprier une partie des terres de Dutton et qui va devenir un allié avant de se faire tuer par les autres méchants de la saison 2 que sont les frères Beck. Donc il y en a un des deux, c'est Neil McDonough, qui finiront par se faire tuer par la famille Dutton et tous leurs alliés, donc à coup de fusil d'assaut, gilet pare-balles et tout ce qui s'ensuit. Ça plaisante pas. C'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est un peu violent dans la série, pas trop, mais il y a des moments où ça plaisante pas. Il y a des bastos qui sont tirés à la manière de Sons of Anarchy. Il y a des rafales, ça, des rafales, il y en a. Et puis, dans la saison 3, voilà, on va avoir Josh Holloway qui fait Rourke, qui est donc cette espèce de mercenaire de la finance qui vient pour exproprier les terres pour que une grosse société cotée en bourse à New York puisse se les approprier pour faire du Montana une station touristique. Lui, c'est pareil, il va pas finir la saison, enfin il va finir la saison, mais la saison suivante, au début de la saison suivante, il va se faire tuer par Rip. Du coup, on en est à la saison 4 où, pour l'instant, dans la saison 4, c'est toujours cette grosse société, Market Equities, qui est cotée en bourse, qui pèse des milliards de dollars, qui est toujours un ennemi. Mais voilà, la saison 5, on devrait avoir la résolution parce que pour se sortir de cette galère, ils ont essayé à travers les différentes saisons, ils ont essayé toutes les solutions. Et la seule solution, c'est que Kevin Costner, donc le patriarche d'Eton, se présente comme gouverneur, ce qu'il fait dans la saison 4. Et donc peut-être que dans la saison 5, il va être gouverneur, il va arrêter la construction de cet aéroport, de cette nouvelle ville, et ramener le Montana à l'état traditionnel qu'il est, c'est-à-dire d'éleveur de bétail, de rodéo et de respect de la nature. Casey, joué par Luke Grimes, lui aussi exceptionnel ce perso, parce que on va le voir petit à petit révéler ses faiblesses, parler à son père. Au tout début de la série, il s'entend pas du tout avec son père, il veut rien avoir à faire avec son père. Et petit à petit, il va s'apercevoir qu'en réalité, il est comme son père et il le comprend mieux que quiconque. Et on va voir la relation père-fils être travaillée, très émouvante, à travers des scènes où ils sont l'un à côté de l'autre sur le porche, sur l'entrée du ranch. Sans se parler, ils se comprennent. C'est vraiment, comme je vous dis, voilà, c'est l'amour filial paternel avec de la virilité, mais en même temps de la dignité. On sombre pas dans le pathos, l'émotion forcée, la tirade de larmes. Ah, voilà, vous avez vu, c'est magnifique. Ah, non, toujours cette retenue, sauf pour Bess, qui n'a pas de retenue et qui parle avec son père comme si c'était, comme si elle parlait d'homme à homme en fait. Et ça fait partie des moments humoristiques de la série. Quand elle lui raconte, elle lui dit ah, de toute façon, j'ai déjà tellement couché avec Rip que je vais pas me marier en blanc. Et il lui dit arrête, je suis ton père, me parle pas de trucs comme ça. Donc on a aussi des petits moments d'humour. Et puis on a aussi l'autre aspect de la série, l'autre aspect très important, c'est la vie au sein du ranch, notamment la vie des cow-boys. Et on va voir un paquet de cow-boys défiler, donc sous la houlette de Rip, qui est donc le cow-boy en chef. Et on va en voir certains qui sont des repris de justice, qui vont faire partie de cette famille, qui vont être adoptés. D'autres qui vont partir, qui vont essayer de partir, mais qui vont devoir revenir parce qu'ils sont
Quelque part, cette famille, et c'est là l'énorme point commun avec Sons of Anarchy, c'est une famille, on rentre, on ne peut pas vraiment en sortir. Parce que quand on rentre, on se donne à fond pour cette famille, et c'est un petit peu comme une mafia. D'ailleurs, ils marquent certains de leurs hommes, ils les marquent au fer rouge avec un Y, du Y de Yellowstone. Et ça va d'ailleurs, ça va heurter certains personnages. Ils vont se dire: «Attends, qu'est-ce que je suis rentré là? Je suis rentré où? Je suis rentré dans est-ce que c'est un vrai job ou est-ce que je suis rentré dans une mafia, dans un gang?» Et c'est vrai que cette famille Dutton, et notamment le ranch, on a l'air plus d'un gang que d'un ranch. Donc c'est tout pour ce ranch, comme tout dans Sons of Anarchy, tout pour le club de bikers, enfin, le gang de bikers en réalité. Et donc, on va avoir les cowboys, certains qui s'entendent bien, d'autres qui s'entendent pas, et voire qui s'entendent pas du tout, notamment Lloyd et Walker pour une histoire de femme. Lloyd parce qu'il va être séduite par une jeune cowgirl blonde, magnifique, qui d'abord va lui faire de l'œil, et puis ensuite, parce que lui, il a quand même 70 ans presque, enfin 60 ans, il est âgé, elle va aller avec Walker, un autre cowboy qui est, on va dire, le poète du groupe, toujours à composer des chansons. Et voilà, ils vont se prendre la tête, et ça va aller jusqu'à la bagarre, presque jusqu'à s'entretuer. Mais finalement, voilà, ils vont se réconcilier. On va avoir Jimmy, qui est un personnage très touchant, qui, lui, va avoir une énorme évolution dans la série. On va démarrer avec un jeune qui est maladroit, qui ne sait pas faire grand-chose, qui n'est pas bon pour le cow-boy, il n'est pas bon pour le bétail. Euh, et au final, il va s'apercevoir qu'il est bon pour le rodéo. Malheureusement, après avoir gagné son premier rodéo, tout fier, d'ailleurs, il va attirer une fille. Une fille va tomber amoureuse comme ça de lui, va tomber amoureuse de lui. Finalement, cette fille qui va l'aider à se reconstruire un petit peu, à trouver de l'estime de soi, parce qu'il n'a aucune estime de lui. Finalement, ils vont être séparés par la vie, et lui va partir au Texas, et quand il va revenir, ben, il sera en couple avec une autre fille parce qu'elle ne l'a pas suivi, donc il est tombé amoureux d'une autre fille, d'une Texane. Et, des filles à très forte personnalité dans cette série, et c'est franchement magnifique, avec des très fortes personnalités, qu'elles soient indiennes, texanes ou du Montana. Hein, des beautés magnifiques. Et Jimmy, lui, voilà, il va avoir petit à petit cette confiance en lui. Il va se dire: je suis fait pour le rodéo, mais voilà, il va se faire fracasser et il va finir à l'hôpital, remplacer la hanche, la colonne vertébrale. Et il va promettre à Kevin Costner de ne plus faire de rodéo, mais il va rompre sa promesse, et il va se mettre à refaire du rodéo. Et là, il va avoir un autre accident, un accident encore plus grave, qui va presque le laisser paralysé à vie. Et Kevin Costner, parce que c'est quand même quelqu'un qui n'est pas extrêmement dur avec ses hommes. Le soleil se couche là bientôt. Il n'est pas dur avec ses hommes, il veut leur laisser des chances, et il décide de lui laisser une chance, mais de lui apprendre la vraie vie. Et il va l'exiler au Texas, au Ranch 46, où là-bas, on va faire de Jimmy un vrai cow-boy, et il va prendre de la maturité. Et quand il va revenir, voilà, ce sera un vrai cow-boy avec à la fois la mentalité du cow-boy. Et je trouve que la série définit très bien ce qu'est un cow-boy, c'est-à-dire t'es pas là pour le strass, les paillettes, la gloire. C'est juste toi et ton cheval. C'est une vie de galère, mais si tu aimes ton cheval et si tu aimes la nature, c'est une vocation. Et je trouve ça magnifique. D'ailleurs, il y a énormément de citations, de punchlines, de proverbes dans la série que j'ai oublié, hein, j'aurais dû les noter, mais il y a tellement de phrases qui sont profondes de sens. Et donc voilà, Jimmy qui finalement, au final, revient parce qu'il a promis à Kevin Costner de rembourser ses dettes de frais d'hôpital, mais Kevin Costner qui va lui dire, voilà, j'ai vu que tu as changé, j'ai vu que tu es devenu un vrai homme responsable, tu as envie de retourner au Texas avec ta chérie, avec ta fiancée, tu as envie parce qu'au Texas, il s'est fait apprécier, et il dit, vas-y, tu as ma bénédiction, tu ne me dois plus rien, il n'y a pas de problème, vas-y. Et puis, tu as d'autres personnages qui gravitent, qui viennent là de temps à autre dans les saisons, notamment Taylor Sheridan lui-même. Parce que oui, Taylor Sheridan joue dans la série, et il joue le personnage de Travis. Donc pour ceux qui ont vu Yellowstone et qui ne savaient pas qui était Taylor Sheridan,
c'est Travis, c'est-à-dire le cow-boy qui est capable d'élever des chevaux et qui est capable de sélectionner les meilleurs chevaux du monde parce que Kevin Costner va décider de faire du ranch une entreprise avec les meilleurs chevaux et les meilleurs cow-boys au monde. Petite bestiole là. Et donc, Travis va faire des allers-retours entre le Montana et le Texas pour lui apporter des chevaux. Et donc Travis est joué par Taylor Sheridan, qui pour le coup, lui, Taylor Sheridan est un vrai cow-boy, c'est quelqu'un qui s'y connaît en chevaux. Donc quand vous le voyez à cheval, c'est lui en réalité, c'est en vrai. Donc on le voit quasiment toute la série. On ne le voit pas tous les épisodes, mais notamment on le voit sur les saisons 3 et 4 beaucoup plus que sur les deux premières. Et oui, il est excellent. Et Taylor Sheridan, c'est aussi un acteur, réalisateur, scénariste, showrunner, créateur de séries. Voilà, pour moi, le mec est complet. Après, je ne vais pas vous faire tous les personnages parce que sinon, je vous ferai une vidéo. Sinon, je vous ferai une vidéo de 1 heure. Il est probable que je vous fasse un live une fois que Yellowstone, la série, sera terminée. Donc, on aura vu la saison 5, voire peut-être la saison 6, s'il y a une saison 6. Il est fort probable que je vous fasse un live sur Taylor Sheridan et l'univers du Yellowstone, donc avec à la fois Yellowstone et les spin-offs. Je réfléchis si j'ai pas quelque chose dont je voulais absolument vous parler. On a cette scène à la fin de la saison 3 où, ah oui, le personnage de Jamie. Je vais finir par le personnage de Jamie qui en réalité n'est pas le fils de Kevin Costner. On va l'apprendre durant la saison 4. C'est le fils adoptif de Kevin Costner parce que son père, Garrett Randall, joué par l'excellent Will Patton, hein, on salue, Will Patton de Armageddon, hein, qui jouait le bras droit de Bruce Willis et qui joue aussi dans la série Outer Ranch sur Amazon Prime, l'excellente série dont je vous ai fait la critique avec Josh Brolin, qui ressemble à Yellowstone, mais qui mêle aussi du fantastique. Donc Will Patton, le véritable père de Jamie, donc Garrett Randall, le père de James, donc non pas Dutton, mais Randall. On va s'apercevoir dans la saison 4 que c'est lui, en fin de saison 3, qui a commandité la tentative de meurtre contre Bess, Casey et John, donc Kelly Reilly, Luke Grimes et Kevin Costner, parce que c'est comme ça que se terminait la saison 3, une tentative de meurtre et explosion, fusillade. D'ailleurs, explosion qui va laisser le dos de Kelly Reilly brûlé, on voit sa chair brûler, c'est assez impressionnant. Voilà, on voit Kevin Costner assez mal en point durant la première partie de la saison 4, il s'est reçu un paquet de bastos. Notamment, il a voulu aider quelqu'un sur la route et les tueurs à gages sont passés par lui, ils lui ont mis une rafale. Et Casey aussi qui s'est pris une balle. Donc voilà, le meurtre, la tentative de meurtre commanditée par le père de Jamie, et Jamie ne l'apprend que vers la fin de la saison 4. Et Jamie, comme il a ce sentiment de culpabilité d'avoir stérilisé sa sœur quand elle était jeune et de ne pas être loyal à sa famille, à sa famille adoptive, mais qu'il considère comme sa famille, eh bien, Bess va lui faire un chantage et elle va lui dire soit je révèle toute la vérité, et à ce moment-là, tu vas te faire tuer par toute ma famille, soit je te laisse une troisième option. Et la troisième option, c'est que Jamie tue son père adoptif, et c'est ce qui arrive dans le dernier épisode de la saison. Jamie, donc Wes Bentley, tue Will Patton d'une balle dans la tête parce qu'il commençait à avoir une véritable mauvaise influence sur lui. Jamie qui est aussi partagé, hein, le personnage est partagé, on ne sait pas si il est dans la loyauté ou la trahison. À un moment donné, je crois que c'est vers la fin de la saison 2 ou dans la saison 3, il veut tellement protéger sa famille, il est menacé par une journaliste, il va tuer la journaliste et ensuite il va le dire à son père, il va se sentir coupable et son père va comprendre qu'il exige trop de son fils, qu'il lui met un peu trop de pression et que le job d'avocat finalement c'était pas pour lui parce que lui à la base Jamie voulait être un cow-boy. Et finalement, je crois que c'est durant la saison 3, on a Jamie qui va essayer d'être un cow-boy, qui va venir donc habiter dans le ranch au dortoir avec les autres cow-boys. Mais dans la saison 4, Kevin Costner aura besoin qu'il reprenne des fonctions juridiques et politiques. Et donc, il va devenir le procureur général du Montana pour aider la famille Dutton. Donc voilà, on a une famille qui est bien implantée à tous les niveaux, au niveau des shérifs. Ils ont les shérifs, notamment le shérif
qui meurt dans la saison 4 lors d'un hold-up dans un petit bar. Le shérif est joué par Hugh Dillon. Hugh Dillon qui est policier et co-créateur de la série Mayor of Kingstown, autre série dont je vous ai fait la critique récemment sur la chaîne de Taylor Sheridan, puisque en dehors du Yellowstone Universe, Taylor Sheridan a créé Mayor of Kingstown avec Jeremy Renner, et que vous êtes en train probablement de regarder en ce moment Tulsa King avec Stallone, puisque Tulsa King est une série de Taylor Sheridan. Et donc Hugh Dillon, qui est le co-créateur de la série Mayor of Kingstown aux côtés de Taylor Sheridan, joue dans la série Mayor of Kingstown, il fait un flic, et il jouait du coup dans les 4 premières saisons de Yellowstone, où il faisait le shérif, ainsi qu'un autre policier, Haskell, joué par James Jordan, qui joue lui aussi dans Mayor of Kingstown et qui fait le chef des gardiens de prison. Voilà, pour vous restituer, il y a énormément d'acteurs, actrices qui jouent dans Yellowstone, qui ont été repris pour jouer dans Mayor of Kingstown et probablement dans Tulsa King. Et dans la saison 4, et je terminerai par là, dans la saison 4, on a 2 épisodes où on nous introduit la série 1883 avec l'arrière-grand-père de Kevin Costner du temps des Indiens, donc en 1883. Et on va les voir cohabiter avec les Indiens pacifiquement. Et ça va donner la série 1883 qui est d'ores et déjà disponible chez nous sur Paramount Plus en France. Et c'est la prochaine série de Taylor Sheridan dont je vous ferai la critique. Donc je vais m'arrêter là pour la vidéo parce qu'on est à quasiment 50 minutes. J'ai énormément de choses que j'ai oublié de vous dire. Ce qui est sûr, c'est que Yellowstone, je me referai la série quand elle sera terminée. Je me referai toute l'intégralité de la série. Là, je l'ai regardée qu'une seule fois, mais elle fait partie de mes séries préférées. Donc, il n'y a pas de raison que je me la regarde pas plusieurs fois. Je me suis regardé Sons of Anarchy 4 ou 5 fois dans l'intégralité. Donc, Yellowstone, je me la regarderai à nouveau. Et à ce moment-là, je vous ferai un live avec des invités qui connaissent eux aussi cette série sur le bout des doigts. Et on vous fera un live sur tout le Yellowstone Universe. Et on vous fera aussi un live sur la filmographie de Taylor Sheridan, Sicario 1 et 2 en tant que scénariste, Comancheria en tant que scénariste, Wind River, scénariste et réalisateur, ainsi que Ceux qui veulent ma mort avec Angelina Jolie, où il est scénariste et réalisateur. Je vous ferai les critiques de ces films prochainement sur la chaîne. Probablement, je vous ferai une petite semaine spéciale Taylor Sheridan avec les critiques de chacun de ces films. Il y a déjà le film avec Angelina Jolie, là, Ceux qui veulent ma mort. Il est déjà dispo sur la chaîne dans la playlist critique de films. Mais voilà, Taylor Sheridan, vous allez encore entendre parler sur la chaîne pendant un bon moment. Pour moi, c'est un scénariste complet. Il est absolument tout ce que j'attends d'un scénariste américain qui nous montre l'Amérique réelle, telle qu'elle est vraiment, à mi-chemin entre tradition et progrès, à mi-chemin entre défense des minorités et préservation des traditions américaines conservatrices. C'est une prouesse de faire ça aujourd'hui, c'est une prouesse de ne pas tomber dans le wokisme, cette Amérique gangrénée par le wokisme. Eh bien, Taylor Sheridan est un de ces scénaristes qui arrivent à ne pas tomber là-dedans et à nous donner des séries passionnantes, mais qui sont avant tout dédiées à la nature, parce que oui, c'est une déclaration d'amour au Montana, qui pour moi, le Montana représente le paradis sur Terre. Voilà, je vous le dis, pour moi, le Montana, c'est le jardin d'Éden. Si j'avais les sous, je déménage au Montana direct. Et je pense qu'on serait beaucoup dans ce cas après avoir vu Yellowstone, mais le Montana, je connaissais déjà avant Yellowstone, et si vous avez vu Légende d'automne, sachez que il y a énormément de points communs avec Yellowstone. Et c'est peut-être sur ça que je vais terminer. Si vous aimez Yellowstone, ou si vous avez envie de savoir à quoi ressemble Yellowstone, regardez Légende d'automne. Légende d'automne, c'est le film qui a le plus de points communs avec la série Yellowstone, ainsi que Sons of Anarchy pour cet aspect familial, gang, mafia, loyauté. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Yellowstone, une vidéo qui est longue. Merci à tous de l'avoir regardé. On se voit très bientôt pour d'autres vidéos. Portez-vous bien et ciao tout le monde. Petit pouce bleu et abonnement, bien sûr. Parce qu'une vidéo comme ça, ça demande beaucoup de souvenirs, beaucoup de renseignements. Et donc, un petit pouce bleu, ça serait bien. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien et ciao tout le monde.